Bonjour et bienvenue dans ce premier hebdo de l'année 2024. L'essentiel de l'actualité vendéenne du mardi 2 au vendredi 5 janvier, c'est maintenant. La météo de ce début d'année était pluvieuse et notamment mardi où il est tombé l'équivalent de 2 semaines de pluie en seulement 24 heures. Ces conditions météorologiques perturbent les plantations agricoles sur le département. Conséquence, les sols étant trop humides, cela retarde les cultures agricoles et notamment celles des céréales. Pour la Vendée, cela pourrait représenter une baisse de 50% de la production de blé. Regardez ce reportage de Diane Delangle. Des pans entiers de cultures inondées, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase des agriculteurs, déjà impactés par les pluies importantes de cet automne. Elles les ont contraints à semer avec un mois de retard. Donc on est dans une situation inédite cette année, avec des pluies qui ont débuté au mois d'octobre et qui ne sont quasiment jamais arrêtées jusqu'au 31 décembre. Et en début janvier, c'est reparti avec 50 mm. Ce qui nous a pénalisé, c'est qu'on n'a jamais eu une période de beau temps pour pouvoir semer dans de bonnes conditions. On a eu juste une fenêtre d'une semaine au mois de novembre et une semaine au mois de décembre. 1100 mm de pluie comptabilisés en 2023 dans cette exploitation de Fontenay-le-Comte, 550 rien que du 18 octobre au 31 décembre. Tout n'est heureusement pas perdu. Le blé non inondé est certes en retard, mais viable. Les parcelles qui ont inondé, de toute façon, le blé va pourrir, noyer, donc il ne sera pas récoltable. En Vendée, on a 3 régions géographiques. On a le Marais où il y a 0 semis aujourd'hui de fait. Il va certainement se semer du blé dur au printemps si les conditions météo sont meilleures. Après, on a la partie plaine qui est autour de 80% de semés avec des semis de blé dur qui restent à faire. Et on a la partie bocage où on est à 50%, 50 à 60% de semés, mais dont des surfaces sont déjà compromises pour la récolte. Bertrand Mittard estime la baisse de la production en Vendée d'environ 50%. Pour l'heure, les agriculteurs ne peuvent qu'attendre. Il faut attendre que l'eau se retire pour pouvoir ressemer les parties inondées. Moi, dans mon cas, je ressemerai au mois de janvier, si le temps le permet, les ronds qui sont noyés. Mais dans des parties plus dans le bocage, non, ce sera compromis, ce sera un report de culture de printemps. On a consommé beaucoup plus de fioul parce que les terres étaient très lourdes à travailler. Et ensuite, on aura des répercussions sur les années à venir. Donc, on va être obligé de décompacter les sols parce que les sols ont été tassés par les engins et l'excès d'eau. Autre conséquence, une pénurie de paille à venir pour les agriculteurs et pas de céréales avant juillet. Les assurances pourraient prendre en charge une partie des dommages, mais des pertes financières sont assurées, mettant en péril bon nombre d'exploitations. Et on l'a appris en milieu de semaine, les coquillages de la zone des Chenaux du Perret sont touchés par des norovirus. La préfecture de Vendée a pris un arrêté mercredi interdisant la pêche et la consommation de ces coquillages. Plusieurs cas de toxi-infection alimentaire avec un lien avéré dans cette zone de production ont été confirmés. Mathis Pires a rencontré des ostréiculteurs de Talmont-Saint-Hilaire et il reste optimiste. C'est vrai que nous, on n'était pas impactés par ça, puisqu'on avait fait très attention à ce qu'on met dans le bassin. Un léger goût amer chez ces ostréiculteurs de Talmont-Saint-Hilaire. Paralysés jusqu'à nouvel ordre, interdiction de vendre et de pêcher des coquillages, ils récupèrent les invendus. On les récupère, on les remet à l'eau, on va isoler tous ces lots qui sont je ne sais pas s'ils sont contaminés ou pas, je ne pense pas, mais dans le doute, on va les isoler. On a cette chance d'avoir des contrôles et des autocontrôles que l'on fait. Ça permet quand même d'avoir plus de sécurité pour nos clients. Cette décision prise par la préfecture de la Vendée fait suite à une détection d'un norovirus, provoquant des intoxications alimentaires, mais finalement plus de peur que de mal pour la filière. On a des pertes financières, bien évidemment, qui sont peut-être un peu moins conséquentes en ce moment que si ça avait été pendant la période des fêtes de Noël. Puisque là, ça aurait été dramatique. Et d'ailleurs, c'est dramatique pour les autres, Bassin d'Arcachon, entre autres. Pour la famille Petitgas, ce sont 300 kg d'huîtres récupérées dans les grandes surfaces, pour un total de 6 tonnes stockées dans leur bassin, dans l'attente d'être revendues. Le seul impact qu'on ait, nous, c'est un impact financier, parce que les huîtres, elles vont pas mourir. Elles sont pas mauvaises pour autant. C'est un filtreur, donc mis à part qu'elle ait filtré une mauvaise bactérie, elles vont rester saines à la consommation dès que la bactérie sera partie. Reste une crainte pour les ostréiculteurs, leurs clients. Inquiétés par toutes ces intoxications, pourraient ne plus vouloir acheter ces produits pendant 2 à 3 mois. Le Vendée Globe, les Floralies, les Jeux Olympiques, tous ces événements internationaux vont attirer de nombreux touristes sur le département en 2024. Une bonne nouvelle pour l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Les 727 établissements adhérents en Vendée se préparent déjà pour accueillir les futurs spectateurs.
C'est une année exceptionnelle au niveau de la Vendée, dont on la prépare quand même depuis presque 1 an et demi, voire 2 ans, sur l'objectif 2024. Le Vendée Globe va ramener du touriste additionnel, ça c'est sûr et certain, comme les Floralies. En fin de compte, on voit qu'il y a un étalage et on essaye quand même de remplir toutes ces plages des saisons qu'on dit petites saisons, moyennes saisons, vers des saisons presque ordinaires en attirant plus de monde à ces périodes-là. Et ce début d'année était également l'occasion pour l'organisation de dresser son bilan 2023, une année particulière marquée par une pénurie de matières premières, l'inflation et une météo compliquée en juillet. Malgré tout, la fréquentation est restée satisfaisante grâce à l'avant- et l'arrière-saison qui étaient bonnes. C'était une saison un petit peu bizarre, on va dire, c'est le mot qui caractérise cette année 2023. On s'est maintenu en termes d'activité, mais par contre avec un lot de difficultés telles que la baisse des marges et toujours la problématique du personnel. Cette problématique du personnel, elle devient structurelle et elle devient presque permanente, et dans tous les établissements, que ce soit saisonnier ou permanent. Donc il faut qu'on travaille là-dessus, il n'y a pas de mystère, on ne peut pas baisser les bras en se disant c'est une fatalité, on n'y peut rien. Ce week-end, c'est l'épiphanie. Parlons donc de la star du mois. Comme chaque année en janvier, la galette est de retour. Pour l'occasion, nous nous sommes rendus dans la boulangerie Chez Lucette des Sables d'Olonne. Leur galette briochée a obtenu la médaille d'or 2023 au concours de la Fédération départementale de boulangerie-pâtisserie. Regardez ce reportage de Colline Davy. Un coup de pinceau et les derniers détails au couteau, nul doute, c'est l'épiphanie. Et en matière de galettes, les boulangers vendéens ont de quoi se défendre, en preuve, un concours de plus en plus réputé. Le gros week-end arrive. Il y a une dizaine d'années, on avait 5-6 qui sortaient du lot. Maintenant, on en a peut-être 5 qui sont un peu moins bien que les autres, quoi, c'est tout. C'est vrai que ceux qui finissent dans les 5 premiers, tout de suite, il y a un gros impact. Exemple au Sables d'Olonne. Ce boulanger lauréat de la dernière édition est en pleine préparation. Forcément, ça dope les ventes. Et c'est pas rare de voir des clients venir acheter leur galette feuilletée et en voyant qu'on a été primé pour la galette briochée, ils choisissent de goûter aussi la briochée. Ici, tout le monde s'y met. D'un bout à l'autre de l'atelier, ce vendredi, l'objectif, c'est d'avoir 600 galettes prêtes pour le week-end. Les pâtissiers vont plutôt s'occuper de tout ce qui est feuilletage. Et là-haut en pâtisserie, on les garnit et on les cuit. Et les boulangers s'occupent aussi de la galette briochée auquel on a été primé cette année. La voici d'ailleurs en pleine confection. Et le secret d'une bonne galette, quel est-il ? C'est plus une technique qu'un secret de fabrication. On fait comme des briochettes et en fait après on va les mettre en moule. Et on va les mettre en moule par soit 4 personnes, 6 personnes ou 8 personnes. Et dans une des boules, faut pas oublier, on met la fève. Ne pas oublier la fève, mais ne pas oublier non plus de s'appliquer sur chacun des produits. Car une fois primé, il faut tenir sa réputation. La vie des clients peut être assez différente selon chaque personne et c'est ça qui peut mettre un peu plus la pression. Et puis le client reviendra. Alors, faut pas souper au magasin, faut vraiment avoir un niveau d'exigence assez haut pour que ce soit cohérent avec le concours. Frangipane ou brioché, peu importe, la galette sera bien prête ce week-end. Et on note également que leur galette frangipane a obtenu la 2e place. Direction les Sables d'Olonne, nous avons suivi Tim Darny en pleine construction de son bateau. Ce jeune skipper sablais est actuellement en train de construire son propre Mini 650 sur mesure et unique. Depuis plusieurs mois, il travaille avec son père sur ce projet afin de participer à la Mini Transat 2025. Il avait d'ailleurs bouclé celle de 2021. Mathis Pires les a rencontrés. À 30 ans, ce jeune skipper s'est lancé le défi de participer à la prochaine Mini Transat des Sables d'Olonne à la Guadeloupe avec son propre bateau. Donc la particularité de ce bateau, c'est qu'il a été entièrement pensé et dessiné suivant mes critères. Les choix qui sont faits sur ce bateau-là sont les miens. Donc le bateau va me correspondre parfaitement, mais ne sera peut-être pas à la main d'un autre skipper. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'exposer un peu son choix et de voir si ça fonctionne, quoi.
Pour la coque du voilier, Tim a fait le choix du bois, moins coûteux et plus résistant que le carbone. Un projet aux alentours des 70 000 €, bien en dessous des prix d'un bateau de série. Le Sablé ne compte pas abandonner son nouveau jouet une fois terminé. Donc là, on est dans le cockpit, la zone extérieure du bateau dans laquelle on va manœuvrer. L'idée, c'est de faire aussi un double programme, c'est de pouvoir faire de la compétition, mais aussi utiliser le bateau en petite croisière ou en week-end sur des programmes un peu différents que de la compétition pure. Ce projet, commencé l'été dernier, est soutenu par son père qui lui a transmis le goût de la mer. Les tout petits, on est parti en vacances, on partait en croisière. Dès qu'on avait une semaine, on allait faire du bateau. Donc à 1 an et demi, il était sur l'eau. Donc voilà. Donc forcément, c'est moi qui lui a... Je lui ai transmis ma passion de la voile. Donc je suis là en soutien moral parce que c'est un projet quand même un peu fou. Et des fois, il y a des moments où on se dit est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Et puis voilà, donc je suis là en tant que papa pour dire vas-y, fonce. La mise à l'eau pour le prototype de Tim est prévue en fin d'année pour tenter sa chance à la prochaine Mini Transat en 2025. Rencontre avec Dominique Godet à présent. Abandonnée à 3 mois et adoptée à 11, cette habitante du Boupère a auto-édité son livre « Moi, j'ai été choisie ». À travers son histoire, elle parle de l'adoption et de la résilience. Regardez ce portrait réalisé par Alix Lanos. Mes parents, ils sont venus. Mon papa, il arrive dans la maison. Voilà Dominique, tout le dossier concernant ton adoption est dedans. Abandonnée en Alsace à l'âge de 3 mois, Dominique sera adoptée quelques mois plus tard par un couple de Vendéens. Dans son livre « Moi, j'ai été choisie », elle se raconte. Merci pour ta lettre qu'Annette m'a remise hier au soir. Sache que je l'ai relue X fois. Me voilà enfin soulagée au plus profond de mon âme. Que tu aies eu une enfance heureuse. Ces mots sont ceux de sa mère biologique qu'elle retrouve à l'âge de 30 ans. Le 1er novembre 1995, la première chose quand même que je lui ai dit, c'était important pour moi. Je lui ai dit, moi, je n'ai qu'une maman, c'est celle qui m'a élevée. Donc je t'appellerai par ton prénom. Ce livre, c'est son histoire. Il parle de son adoption, mais également de la maladie, des épreuves de la vie, des deuils traversés. C'est une histoire de résilience. Au départ, je voulais l'écrire pour moi, pour mes enfants et mes petits-enfants. Et quand le cabinet d'écrivain Scribae m'a dit « mais non, mais ton livre, il faut vraiment que tu le sortes, qu'il aille partout ». Le fait d'avoir écrit tout mon ressenti, tout ce que j'avais en moi, c'est une belle délivrance et une très belle thérapie. Je me sens vraiment apaisée. Avec ce récit de vie auto-édité, Dominique part à la rencontre des lecteurs, avec l'envie de délivrer un message d'espoir. C'est vraiment le témoignage pour donner du courage, pour donner aussi de l'énergie pour des adoptants qui ont adopté des enfants, qui ont des périodes difficiles avec leurs enfants. Quand on est petit, on vous dit « ah bah ouais, toi t'as été adopté, c'est pas tes vrais parents ». Alors, qu'est-ce que j'ai répondu une fois ? Bah oui, mais moi, j'ai été choisie. Dominique a déjà vendu 300 exemplaires de son livre. 1 € de chacune des ventes est reversé à l'association Oh Ma Vie pour réaliser les rêves d'enfants malades au CHU de Nantes. Enfin, prenons la direction de Saint-Martin-des-Noyers. Le château de la Grève est lauréat du loto du patrimoine. Il a reçu 200 000 € pour sa restauration. C'est l'un des rares châteaux du Moyen-Âge encore debout dans le département. Et cet argent va servir à réaliser les travaux d'urgence pour sauver le site. Une très bonne nouvelle pour son propriétaire. Là, les 200 000 €, c'est en priorité pour le logis des soldats. Pourquoi ? Parce que c'est l'édifice qui est en train de tomber sur le site. C'est l'édifice en péril du site. Il y a une partie qui s'est déjà écroulée il y a une vingtaine d'années. On ne connaît pas la date exacte. Hein. Donc ça continue à s'écrouler encore. Il manque à peu près 1/4 du bâtiment. L'idée, c'est pas de reconstruire. Hein. C'est vraiment de le fermer, de le mettre hors d'eau, hors d'air et vraiment de le sécuriser complètement pour plus qu'il y ait de murs qui tombent. Après, sur les 5 bâtiments, il y en a quand même 4 autres qui sont menacés également. Donc on fera le château en dernier. L'idée, c'est pas de le restaurer entièrement, mais c'est vraiment de sauver les murs, toitures et ce qui tombe actuellement. C'est la fin de cet hebdo, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos reportages sur notre site internet tvvendée.fr. La matinale fera sa rentrée dès lundi matin à 7h en direct. Vous pourrez retrouver François Pérez. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end sur TV Vendée.